Salut tout le monde, salut. Heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette vidéo. Et nous allons nous concentrer sur le sujet de l'heure. Nous allons en parler de temps en temps. Bien sûr, de temps en temps, toujours, nous allons injecter quelques sujets importants, comme la formation que je suis en train de préparer sur les achats en Turquie, et également la formation qui viendra après sur la recherche des bourses. Et attention, j'ai un cadeau pour vous. Il y a une formation déjà disponible sur le travail à la maison. Et donc, je vais vous donner un code ici, juste après, à la fin de la vidéo. Et avec ce code-là, vous pourrez avoir accès à cette formation avec une réduction de 50%. Oui, 50%. Et le code sera valable uniquement pendant 5 jours. Donc, vous aurez 5 jours pour vous inscrire à cette formation et bénéficier de 50% de réduction. Après ces 5 jours, bien sûr, vous pourrez toujours avoir accès, mais sans la réduction. Voilà. Coronavirus, allons nous en sortir? C'est le sujet de ce soir. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir? Je parle de l'Afrique, bien sûr. Nous avons des comportements franchement irresponsables. Et à cause de ces comportements, nous allons nous en sortir, c'est sûr, mais avec beaucoup plus de difficultés. Parce que nous devons être responsables. Vous vous rendez compte, le 27 mars, pour le cas du Cameroun, le ministre de la Santé a passé un communiqué le 27 mars. Et dans son communiqué, il dit la plupart des personnes testées positives, ce sont des voyageurs qui se cachent dans les familles. Donc, quelqu'un rentre de l'Europe, ou je ne sais pas, d'un pays à risque, il est contaminé, il a des symptômes, mais il se cache. Et les membres de la famille aussi le cachent. Ce qui fait qu'à la fin, lorsqu'il est testé positif, plusieurs membres de la famille sont également testés positifs. Et sans compter les enfants de ces membres de la famille. Vous savez, en Afrique, lorsque vous rentrez d'un voyage, il y a des gens qui viennent vous rendre visite, des oncles, des cousins, des frères et tout. C'est toute une chaîne comme ça qui se retrouve mise en danger à cause de notre irresponsabilité. Une chose est sûre, que nous le voulions ou pas, nous finirons bien par mourir. C'est le chemin par lequel nous passerons tous. Mais mourir, oui, mais mourir comment? Est-ce que nous devons mourir en entraînant avec nous tous les membres, du moins toutes les personnes que nous sommes supposés aimer, et même les personnes que nous ne sommes pas supposés aimer? Est-ce que nous devons détruire le pays avant de mourir? Quel bonheur aurez-vous au paradis ou à l'enfer si on vous dit que à cause de vous, vous êtes rentré au Cameroun avec une maladie et à cause de vous, du moins partant de vous, il y a 1000, 2000 personnes qui ont été contaminées et sur ces 2000 personnes, peut-être 300 en sont morts. Serez-vous heureux dans le paradis ou à l'enfer où vous serez? Je ne pense pas. Donc, la vie, et puis pour ceux qui sont croyants, la vie ne se limite pas à ce que nous vivons ici sur la terre. La vie continue bien au-delà de la terre. Donc, nous devons être responsables. S'il arrive que nous mourons, c'est la volonté de Dieu, c'est peut-être le sort du destin, ou alors c'est juste la fin de notre vie. Essayons de préserver les vies de ceux qui restent. C'est foncièrement méchant de vouloir tout détruire sur son passage. C'est terrible. Et puis, même ces membres de famille, vous accueillez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il n'est pas en santé, mais vous ne pouvez pas conseiller à cette personne d'aller se faire dépister. Vous ne pouvez pas l'accompagner, vous vous exposez comme ça. Et lorsqu'ils vont dans des hôpitaux, ils exposent également le personnel de santé de ces hôpitaux.
Et le pauvre ministre de la Santé, il est au four et au moulin avec des communiqués, avec des réunions, avec des approches et tout pour essayer de contrer le mal. C'est vraiment irresponsable de notre part. Soyons responsables. Et si nous sommes en Europe et que nous avons des frères ou des amis qui ont voyagé, qui sont descendus récemment, ou alors si nous suivons quelque chose, essayons de leur recommander d'aller se faire dépister. Ne faisons pas du tâtonnement. En plus de cela, plusieurs communiqués circulent sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux de tout genre. L'Afrique, les vaccins ont été découverts, on viendra les tester en Afrique. Si ce n'est pas ça, c'est un enfant qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, au Bénin, ou je ne sais pas trop où. On a injecté 2 Chinois ou plus un Africain ont arrêté cet enfant. On a injecté le coronavirus sur cet enfant. Un car est garé, il y a un mort de corona, et puis le car est là, les policiers ont encerclé le car et ils attendent les médecins et les infirmiers. Oui, c'est normal de paniquer. La panique, elle est grande, mais toute cette panique, où est-ce qu'elle nous conduira? Elle nous conduira beaucoup plus à paniquer davantage. La panique entraînera la panique qui entraînera encore la panique. Et ça ne va pas nous mener très loin, tout ça. Donc, essayons d'être responsables. Essayons d'être responsables. Pour ce qui est du traitement à la chloroquine, vous savez, je l'ai dit même dans une vidéo, dans une précédente vidéo, dans le mécanisme de mise en place des médicaments et d'acceptation des médicaments, c'est une démarche plus ou moins longue. Et vous savez, en toute chose dans la science, ce sont des publications qui donnent la force à la science, à la recherche. Ce sont des publications. Et plus vous avez publié dans un journal sérieux, plus votre publication a de l'importance et a de l'impact, ou du moins est respectée par la communauté scientifique, vous voyez. Et dans le processus de publication, c'est un processus complexe, vraiment complexe. C'est la raison pour laquelle j'ai coutume de dire, oui, lorsqu'on vous dit tel est docteur, professeur et tout, bon, ça s'évalue par les publications, les gars. Ça s'évalue par les publications. Plusieurs personnes non présentes au c'est un docteur, c'est un professeur en ceci, en cela. Mais lorsque vous tapez son nom sur Internet, vous demandez, par exemple, voilà, je vais vous faire un test. Emmanuel Nga, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre docteur Emmanuel Nga. Vous allez sur Google, docteur Emmanuel Nga, publication. Donc, lorsqu'on vous présente un docteur ou un professeur, écrivez son nom, mettez publication, allez un peu sur Google ou Google Scholar, bâchez truc, essayez de regarder. Ça va vous donner une idée sur l'activité scientifique de la personne concernée. Ok? Ça vous donne une bonne idée sur l'activité scientifique de la personne concernée. Il y a des scientifiques des télévisions, du moins ils ont eu des doctorats depuis et tout, que je respecte bien sûr, et qui sont respectables, et qui, avec le temps, n'ont fait aucune publication, sont carrément hors du circuit de la recherche, mais pourtant ils enseignent dans une université où ils ont des primes de recherche chaque année, et ils grèvent même pour avoir ces primes de recherche-là. Mais par contre, l'activité de production de la recherche, elle est pratiquement sıfır, comme on dit en turc, c'est-à-dire nulle. Elle est nulle. Ils ne publient rien du tout. Sans compter d'autres personnes qui, avec un frère dans une télévision, on a fait un gros reportage. Tu vas frapper son nom sur Internet, tac, tac, tac. Aucune publication. Juste, oui, la prise de parole, peut-être dans un séminaire, mais aucune publication dans un journal avec, on dit, peer review. Donc, vous voyez un peu. Et pour les journaux de publication, ça se passe, ça dépend, plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous envoyez, l'éditeur du journal prend l'article, il contrôle si ça entre dans la ligne éditoriale du journal en question, et on envoie au père pour lire,
corriger et voir si c'est conforme à l'éthique et tout, la science. Parfois, c'est 3 reviewers qui vont checker l'article et donnent leur avis. Et à la fin, l'éditeur, le chef de l'édition, décide et accepte que l'article soit publié pour la communauté qui suit le journal en question. Et après cette publication-là, on peut passer à l'étape suivante. Dans le cas d'un médicament, il faut faire des études cliniques. Et avec ces études cliniques-là, on les publie. Et après, on passe à l'étape suivante. Les études cliniques, c'est quoi? On prend des groupes de patients, un groupe A, un groupe B, et parfois un groupe C. On donne des médicaments et tout. On essaye de checker dans des groupes et tout. On donne des médicaments. Et après, il faudrait faire des analyses statistiques, l'écart type et tout un tas d'analyses statistiques, ANOVA, la variance et tout. Et puis faire des discussions pour voir est-ce qu'il y a une différence entre le traitement donné au groupe A et le traitement donné au groupe B. Et puis maintenant, ok, la guérison, combien de sujets ont guéri? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'ils ont guéri du fait du traitement ou du moins c'est juste un hasard? Donc, il faut discuter tout ça et puis tirer des conclusions claires avant maintenant de dire, ok, ce traitement-ci, à cause de ceci ou de cela, nous pouvons dire que ce traitement est adapté pour cette maladie. Donc, c'est ça le processus de décision scientifique. Et ça prend du temps. Pour publier un article, par exemple, vous pouvez prendre parfois 2 ans, hein, juste pour publier un article dans un journal sérieux, n'est-ce pas? Il y a des journaux où vous pouvez publier même en 2 jours, tranquille, hein, rapidement. Et rapidement, là, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, pas que ça sort. Mais ça dépend. Ces journaux-là, parfois, ne sont pas très cotés. Donc, on a besoin d'un journal très coté et tout. Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, bref, Science Nature, bref. Il y a des journaux comme ça où si vous publiez un seul article, vous devenez riche. Vous devenez riche. C'est l'équivalent de gagner la Champions League pour nous les chercheurs. Dès que vous envoyez votre CV quelque part et on voit dessus que vous avez publié dans ce journal-là, on essaye de voir l'article, on dit waouh, vous devenez comme un Lionel Messi de votre discipline. Donc la science, c'est un peu ça. Et plus vous avez des publications, plus vous montez en grade en science. Donc, quand vous dites, oh, il est chercheur et tout, le nombre de publications, la qualité des publications, c'est ça qui fait de lui un chercheur de laboratoire ou du moins un chercheur de studio télévision. Plusieurs études ont été faites en temps de guerre, comme il dit par le professeur Didier Raoult, pour confirmer que, ok, ça soulage les malades. Maintenant, puisqu'on n'a rien d'autre à donner aux malades et que ça les soulage, alors allons-y les gars, allons-y. Mais bon, la communauté, le combat et tout, et la France, en France, ça devient une question d'État. On se demande même pourquoi est-ce que le gouvernement résiste. Pourquoi il résiste? On ne comprend pas. Parce que comment le gouvernement peut décider de faire des ordonnances? Nous savons qu'en principe, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un malade et qu'il va se faire consulter par un médecin, le médecin décide de ce qu'il va prescrire au malade. Mais dans le cas d'espèce, en France, on interdit de prescrire la chloroquine au malade, l'hydroxychloroquine, c'est pareil, au malade. Juste, on autorise de prescrire pour ceux qui sont déjà dans des états graves. Comment est-ce qu'on peut dire à un médecin ce qu'il ne doit pas prescrire? Et ça vient de l'État. C'est ce qui pousse à se demander si cette histoire de coronavirus est aussi simple qu'on le pense ou qu'on le perçoit. On se pose vraiment des questions. Donc, le professeur Didier Raoult, le 28 mars, sort encore 2 articles où il dit: nos 2 articles publiés ce soir permettent de continuer de démontrer l'efficacité de notre protocole sur 80 patients. La pertinence de l'association hydroxychloroquine et de l'azithromycine grâce à des recherches réalisées dans notre laboratoire de confinement P3. Nouveau résultat sur 80 patients.
Et ces résultats-là, j'ai lu l'article de fond en comble, continuent de démontrer qu'en fait, il a raison. Il a raison, mais il est rebelle. Vous savez, dans la recherche, on n'est pas toujours bien vu lorsqu'on donne les bons résultats. Parce que si on est habitué à aller à gauche et que subitement vous venez vous dites non, allons un peu au milieu cette fois-ci. C'est pas facile. On ne va pas accepter facilement. C'est malheureusement ça. Et c'est la raison pour laquelle les meilleurs chercheurs ont un côté un peu rebelle. Ils doivent avoir un côté un peu rebelle. Sinon, ça ne va pas passer. Si vous êtes trop strict, ça ne va pas passer. Si vous êtes trop doux, ça ne va pas passer. Vous ferez une très bonne carrière d'administrateur. C'est-à-dire qu'on va dire, vous serez un Messanga Nyamzi. C'est-à-dire que vous serez là, un grand professeur, vous ferez des discours. Mais vous ne serez pas plus que ça, quoi. Vous ne serez pas plus que ça. Vous serez un bon Messanga Nyamzi, professeur Messanga Nyamzi, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une voie, c'est une option, vous voyez. Mais c'est une option que certains ne voudraient pas suivre. Parce que certains voudraient être dans la recherche pure, avoir des articles réguliers et tout, mais bon. D'autres veulent être des bons administrateurs de la recherche. Ils feraient un très bon directeur d'une grande école et tout. Mais la recherche pure, lorsque vous frappez, vous ne trouvez pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on demande de rester en confinement? Lorsque vous regardez cette courbe-là, vous voyez que lorsqu'on avance de la gauche vers la droite, la capacité d'accueil des hôpitaux est facilement débordée, est rapidement débordée s'il n'y a pas confinement. Lorsqu'on confine, ça permet d'aplatir un peu la capacité, d'aplatir un peu la courbe de contagion, ce qui fait que la capacité des hôpitaux peut gérer l'épidémie, ou du moins ne sera pas trop débordée. Voilà, c'est ce qui ressort ici, et c'est la raison pour laquelle on essaye de faire le confinement, de prendre des mesures de distanciation et tout. Mais pour soutenir ces mesures-là, nous devons être conscients, nous devons collaborer, nous devons aider les autorités, nous devons les accompagner dans ce combat. Dans le ministère de la Santé, n'est-ce pas, comme vous le voyez là, a décidé de gérer la pandémie avec 4 grands axes, c'est-à-dire premièrement, recherche active et précoce des cas pour un testing généralisé. Donc voilà. Deuxièmement, prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. Troisièmement, régulation sociale pour éviter la propagation. Et quatrièmement, gouvernance et redevabilité. Donc ça, je soutiens totalement cette stratégie. Surtout, la recherche active et précoce des cas pour un testing généralisé. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé au ministère dans mon projet que j'ai appelé 237 HOPS. Donc dans le projet 237 HOPS, je propose cette recherche active des cas. Et même, je vais plus loin parce que je propose cette recherche-là en utilisant une application qui permettra de retracer les données. Et en même temps, avec cette application, justement, des personnes pourront s'enregistrer et demander à avoir des tests et rendre possible, c'est-à-dire que avoir la possibilité d'aller faire des prélèvements sur place, chez eux, et de donner les résultats de leur test en 45 minutes, pratiquement, 1 heure ou trop. Et pour cela, il fallait trouver des tests. Et fort heureusement, j'ai pu trouver des tests. J'ai pu trouver des tests que j'ai d'ailleurs proposé aussi au ministère. Donc, c'est à eux de voir. Vous savez, les tests, ils coûtent énormément cher. Mais par contre, les tests que j'ai trouvés et qui sont
qu'on peut facilement livrer au ministère et même dans les cliniques privées ou dans les pharmacies. Avec ces recherches-là, je les ai trouvées. Ils ne débordent pas 15 $. Donc, 15 $, c'est dans les 10 000 francs. Donc, ces tests-là sont environ 10 000 francs, vous voyez. Alors que les tests qu'ils font régulièrement, ça peut aller dans les 100 000 francs. Donc, le prix est divisé par 10. Voilà. Maintenant, vous voyez, vous vous rendez compte que le nombre de contagions ce jour 30 augmente vraiment de manière exponentielle. Et ça, c'est la courbe. Vous pouvez observer la courbe là. Vous voyez, on a commencé le 6 là. Petit à petit, la courbe monte. Et aujourd'hui, nous sommes à 139 cas de malades. Mais fort heureusement, le nombre de guérisons aussi augmente. Nous avons une dizaine de guérisons. C'est encourageant. Donc, nous félicitons déjà le personnel de la santé et nous souhaitons que ça continue dans ce sens-là. Voilà. Parlant du professeur Raoul, je vous fais écouter un extrait de ce qu'il pense des étudiants africains et de la recherche en France en général. Suivez. Il est en train de se passer un renversement scientifique absolument considérable. Et regardez, y compris en Afrique, la production scientifique africaine, je reviendrai là-dessus, est quelque chose qui est en train d'émerger de manière considérable, de la même manière qu'en Amérique du Sud, de la même manière qu'en Orient. Donc le monde change de manière brutale. Ils ont fait sortir, là, attendez, la Turquie et l'Iran sont passés devant la Suède, qui était notre modèle à tous de science, quand même. Hein. Donc les choses vont très très vite. Les choses sont en train de changer à une vitesse extraordinaire. Et les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi? Parce que tout le pays, en France, comme aux États-Unis, comme en Europe, draine ce qu'ils considèrent, moi je suis un atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être, draine dans les préparations à les grandes écoles les étudiants qui leur paraissent les plus brillants pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, c'est pas la recherche. L'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises. C'est pas de faire de la science. Nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans 3 mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que régulièrement, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là… » En France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève l'étranger, il n'y a plus de science française. Donc si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont 2 ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc ne faites pas d'illusions, la France ne fonctionne, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça qui, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Et pourquoi ils sont meilleurs? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques, qui là jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport haut niveau ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc l'avenir et la gloire pour eux, c'est encore la recherche. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. C'est notre mode de sélection, c'est le mode d'évolution de notre société. Bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on dira? Nous allons dire que nous devons être conscients, bien plus conscients encore. Parce que ce qui arrive est grave. Évitons des fausses polémiques. Soutenons nos frères. Mais je vais vous dire une chose, je suis convaincu que l'Afrique sortira grande de cette pandémie. Et si nous
nous sortons grands de cette pandémie, les cartes du monde seront redistribuées. Ça sera redistribué. Vous verrez des Européens qui abandonneront tout et décideront de venir s'installer en Afrique. Les cartes du monde vont changer. Alors tenez bon, beaucoup de courage. Ne paniquez surtout pas, ne paniquez surtout pas. Il ne faut pas stresser, évitez de stresser. Ne paniquez pas, parce que lorsque vous paniquez, vous produisez certaines hormones et ces hormones-là rendent votre système immunitaire encore plus fragile. Donc, pour ne pas fragiliser votre système immunitaire, gardez le moral haut et ne paniquez surtout pas. Sur ce, je vous dis courage à vous dans votre confinement. Sortez moins, sortez utile. Protégez-vous, protégez votre famille. Je vous aime, je vous adore. Bye.